Mais par contre, bon, il y a en fait de nouvelles forces qui sont arrivées, mais ce qu'on sait, si ça va durer plusieurs années, peut-être que justement, les nouvelles forces de gauche ont peut-être vu la même chose qu'ils ont vécu dans les années 80, quoique le contexte a beaucoup changé. Mais le véritable problème, et c'est la raison pour laquelle je crois que le PCQ lui-même a quand même fait aussi beaucoup à cet égard-là, c'est-à-dire exiger une sortie politique et négocier au conflit social et armé. Parce que le conflit trouve ses racines, comme vous l'avez vu à travers l'histoire un peu du conflit, il trouve ses racines non seulement dans le peu de sortie politique, mais aussi le fait que euh, le conflit il est social tant que les gens vont vivre avec des conditions précaires, tant qu'ils n'auront pas de système de santé de qualité, tant qu'il n'y aura pas de filet social. Et croyez-moi, pour avoir vécu quand même un an là-bas, euh, je peux vous dire que le filet social, non seulement on voit les effets du filet social inexistant, on voit les effets du fait qu'il n'y a pas de chômage ou presque, il n'y a pas d'assistance sociale. Il y en a beaucoup qui disent, bon, le BS, ça sert à rien, que tout le monde travaille. Bon, premièrement, le plein emploi, ça n'existe pas. Je veux dire, il y a toujours au moins 7-8%, même jusqu'à 10% des gens qui vont être sur le chômage ou qui n'auront pas d'emploi. C'est impossible dans une économie capitaliste d'avoir de l'emploi, en fait, à tous les niveaux, en fait, et d'avoir le plein emploi, c'est une illusion. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que comme même là-bas, c'est la même chose là-bas, il n'y a pas de plein emploi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont aucun recours. Et donc, il y a quand même près de quoi 1 million d'indigents juste à Bogota, qui sont 8 millions. Et on s'en rend compte, en fait, quand on marche sur la rue, on voit les gens. euh, le nombre de fois que je me suis fait demander est-ce que vous avez de la petite monnaie, est-ce que vous avez du petit change? Écoutez, j'en vois à peu près à 2-3 par coin de rue. Là. Et disons que la violence, les vols, les gangs aussi qui s'organisent dans les quartiers les plus pauvres, c'est quelque chose d'assez fort. Et en fait, ça revient au point qu'on disait, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sortie politique, s'il n'y a pas de manière en fait de faire entendre les revendications de cette population-là qui vit dans une extrême pauvreté, eh bien, le conflit n'aura jamais de fin. Et aussi, il faut être capable de négocier aussi une sortie politique et négocier. Parce qu'il faut être capable de négocier aussi avec la guérilla en tant que telle. La guérilla se laissera pas, va pas dire ben, on va laisser les armes pour avoir une sortie politique. Déjà qu'ils ont été échaudés avec la question de l'Union patriotique. Ils veulent pas refaire la même erreur qu'ils ont faite à cette époque parce qu'ils ont eu des pertes eux autres aussi. Ils ont eu des pertes au niveau de vies humaines. Ils ont eu des pertes au niveau des différents gains de territoire qu'ils avaient fait. Donc, en fait la guérilla ne sera pas prête à se réengager là-dedans. Donc, il faut une véritable négociation, mais en ce moment, ce qui arrive, c'est que le gouvernement qui est là est d'une intransigeance vraiment épouvantable. Et en fait, je vais en parler un peu, là, on va finir un peu l'historique et la situation un peu. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Ça Comme clair. une question. Par exemple, le fait quand tu dis qu'il est intelligent, on sait dans, je pense, sa dernière campagne électorale, pour se faire élire, Alvaro Uribe avait dit que, je pense que c'était un de ses slogans, vous êtes avec moi ou vous êtes terroriste. Est-ce qu'il n'y a pas un parti d'opposition, disons, aussi dans le bipartisme, qui peut être bourgeois, mais est-ce qu'eux ne se sentent pas comme visés par ça? Ouais, en fait, pour revenir avec ça, j'oubliais. Ce qu'on peut dire aussi, la situation aujourd'hui, il y a un parti qui s'appelle le Pôle démocratique. Disons que c'est pas en fait l'Union patriotique, c'est pas un parti aussi à gauche qui peut l'être l'Union patriotique. Mais quand même, c'est un parti qui regroupe la gauche. Mais par contre, la gauche, c'est une gauche très élargie, ça va même jusqu'à des libéraux ou même des anciens conservateurs qui ont décidé de quitter, qui se sont fait rejeter par leur milieu et qui ont fini par aboutir au pôle démocratique. Donc, il y a quand même une gauche et une Les droite. Colombiens, un peu comme leur opposition de gauche qui s'organise. Oui, ben en fait, il y a une opposition de gauche, d'ailleurs, je vais enchaîner en tout cas là-dessus, mais c'est que le pôle démocratique, ben, il y a encore le Parti conservateur, le Parti libéral. Écoutez,
Ils ont fait une constitution en 91, une nouvelle constitution, qui, disons, devait incarner ces espèces d'idéaux de modernisme libéraux. C'est beaucoup des libéraux et des démocrates, même des gens de gauche, qui ont participé à l'élaboration de cette constitution-là. Cette constitution-là de 91 a, disons, permis la création de nouveaux partis. Mais il y a beaucoup de partis. Il faut vous dire qu'autant à droite qu'à gauche, les partis ont éclaté depuis cette... Et d'ailleurs, la Colombie, en ce moment, est sous le premier président indépendant, qui n'est pas issu ni du Parti conservateur, ni du Parti libéral. Quoique Uribe est issu pas mal du Parti libéral, mais c'est le premier président qui n'est pas élu sous l'étiquette d'un parti, depuis quand même très longtemps. Là. Donc, il y a des partis, par exemple, qu'on appelle des partis uribistes. Je pense qu'il y en a 6 partis qui se disent uribistes, en fait, qui sont pour la solution qui est là, la ligne dure. Il y a d'autres partis, en fait. Donc, il y a une opposition. Mais la ligne que tu parles, où vous êtes avec la Colombie, où vous êtes avec les terroristes, je vais parler un peu justement de cette ligne-là, de cette ligne intransigeante-là. C'est que Álvaro Uribe, en fait, s'est fait élire, mais bon, on peut passer en fait sur la façon dont il peut se faire élire. Mais Álvaro Uribe, il s'est fait élire beaucoup sur la promesse que, écoutez, je vais faire de la Colombie un pays moderne, je vais faire de la Colombie un pays, on pourrait quasiment dire normal, c'est-à-dire un pays qui vit normalement et la source de tous vos problèmes, c'est la guérilla. La source de votre pauvreté, la source du chômage, la source de ce qui fait que la Colombie n'est pas ce qu'elle devrait être, la grandeur de la Colombie. Je vous dis, le discours est assez patriotique. Là. Populiste. Populiste, ça, il n'y a pas à dire, mais pour que la Colombie retrouve sa gloire, et je dis, c'est assez... Eh bien, le problème, c'est la guérilla. La guérilla est source de tous les problèmes. La guérilla est source, comme je disais, bon, jusqu'aux tempêtes tropicales. Jusqu'au tremblement de terre, ça faute de la guérilla, ça c'est sûr. Mais ce qui se passe en fait, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné quand je parlais de l'élimination de l'Union patriotique, c'est quelque chose qui subsiste encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la stigmatisation. Les mouvements de gauche, les mouvements sociaux sont très stigmatisés là-bas. Et aussi, ce qui se passe, c'est que, justement, cette ligne-là, là, où vous êtes avec la Colombie, où vous êtes avec les terroristes, j'ai d'ailleurs vu à un moment donné cette phrase-là sur le bord de l'autoroute, ça m'a donné froid dans le dos. Tu sais, gros panneau réclame. Et parce que c'est ça, c'est où tu es avec Uribe, où tu te fais traiter de terroriste. Et d'ailleurs, tout mouvement de gauche qui va contester les politiques d'Uribe est considéré comme terroriste, est considéré comme ami de la guérilla. Alors, ce qui fait que n'importe quel mouvement social qui essaie de s'organiser, par exemple, dans les universités, se font traiter de terroristes. J'ai même vu à un moment donné le président, le secrétaire général de l'Association colombienne des étudiants universitaires, lui, en fait, il questionnait Uribe sur qu'est-ce qui était en train de se passer avec, au niveau des droits humains, le bilan des droits humains d'Uribe, qu'il y avait des gens qui étaient menacés et qui sentaient que le gouvernement ne faisait pas grand-chose. En fait, il parlait aussi de la privatisation des universités, parce que c'est quand même un problème là-bas. Les universités publiques, qui sont les seules qui sont accessibles à tout le monde, risquent d'être privatisées. Donc, Uribe lui répond, parce qu'il a fait l'étudiant a fait un très bon discours, et en référence à son discours, il dit moi aussi j'ai été dans le conseil supérieur de mon université à Barranquilla en Colombie, et je sais que ce sont les terroristes qui font les meilleurs discours. Imaginez, là, en plus ça a passé à la TV, ça. Là. Il dit carrément, il traite le gars de terroriste, et en plus, il y a un magazine en fait qui est très proche de l'administration Uribe qui publie une espèce de petit aparté, et ça dit terroriste, point d'interrogation, parce que le mot terroriste il revient souvent, là, je peux vous dire, là, ça revient partout là, en fait, dans les médias. Et ça disait que cet étudiant-là n'apparaissait pas comme inscrit à cette université-là, alors qu'il fallait être inscrit pour aller à être ce débat-là. Il disait, est-ce qu'il serait infiltré? Mais l'affaire, c'est que c'était totalement faux. Lui, il est inscrit en droit à cette université-là. Et même l'université a eu beau publier un démenti, mais la revue n'a pas fait grand-chose.